Ce qui se joue ici ne concerne pas seulement l'Ouganda, cela concerne l'avenir du pouvoir à l'ère numérique et la peur qu'il inspire. Quand un gouvernement coupe Internet 2 jours avant une élection à haut risque, ce n'est pas une mesure de sécurité. C'est une confession. La confession d'un régime qui ne fait plus confiance à son propre peuple. 40 ans au pouvoir finissent par produire une chose précise, la certitude que chaque voix indépendante est une menace, chaque téléphone devient une caméra, chaque jeune connecté devient un témoin potentiel. En Ouganda, le réseau n'a pas disparu par accident, il a été éteint intentionnellement, pas de WhatsApp, pas de X, pas de flux en direct, le silence numérique comme outil de contrôle politique. On nous dit que c'est pour lutter contre la désinformation, mais regardez ce qui reste en ligne, la télévision d'État, un seul récit. Une seule version, une seule vérité autorisée quand les rassemblements de l'opposition sont bloqués, quand les militants sont arrêtés, quand chaque résultat électoral ressemble au précédent, copié-collé. La confiance meurt avant même l'ouverture des bureaux de vote. La jeunesse africaine n'est plus endormie, elle observe, elle compare, elle se souvient, elle comprend que la souveraineté numérique est devenue un champ de bataille. Bobi Wine n'est pas seulement un candidat, sa voix est une vibration et certaines vibrations fissurent les palais de verre. Couper Internet, ce n'est pas montrer de la force, c'est gérer la peur que la vérité devienne virale, la peur que les images quittent les bureaux de vote et atteignent le monde. Réfléchis-y un instant, si un pouvoir croit vraiment en sa légitimité, pourquoi craindrait-il le Wi-Fi ? Tu peux déjà partager cette question, parce que ce qui commence ici ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ouganda. Ce qui rend ce moment encore plus lourd, c'est que le blackout ne vient pas seul, il arrive accompagné, synchronisé, chorégraphié. À la veille de l'élection de 2026, 2 organisations clés sont sommées de cesser immédiatement leurs activités. Des groupes de défense des droits humains, des réseaux de journalistes. Officiellement, ils seraient une menace pour la sécurité nationale. Mais regarde bien le timing, Internet coupé, observateurs réduits au silence, témoins écartés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode. Quand un régime éteint les caméras et expulse ceux qui prennent des notes, il ne protège pas la paix, il prépare le récit, un récit où aucune preuve ne peut survivre parce que ceux qui collectent les preuves ont été éliminés à l'avance. C'est ici qu'un nouveau concept africain prend forme, la démocratie par blackout. Les élections arrivent, la tension monte et soudain le réseau disparaît. De l'Ouganda à l'Éthiopie, du Soudan au Congo, le scénario est identique, seul le prétexte change. On parle de fake news, mais la cible réelle, ce sont les vraies images, les bulletins filmés, les intimidations capturées, les résultats contestés en direct. Pendant que les médias indépendants sont étouffés, une seule voix continue de diffuser, celle de l'État. Ce n'est pas une lutte contre la désinformation, c'est la fabrication d'un mensonge officiel. Dis-moi ce que tu en penses, parce que si tu as déjà vu un blackout précéder des résultats calmes, tu sais exactement de quoi il s'agit. Un pouvoir qui interdit les ONG avant le vote avoue quelque chose de fondamental. Il ne craint pas un coup d'État, il craint l'exposition. Car sans observateur, toute irrégularité devient invisible. Sans Internet, toute contestation devient locale. Et sans témoin, l'histoire peut être écrite à huis clos. Ce système est moderne dans ses outils, mais ancien dans son instinct. Conserver le pouvoir à tout prix, même si cela signifie gouverner dans l'obscurité. Et plus ce schéma se répète, plus il envoie un message clair au continent. Le blackout n'est pas un signe de stabilité, c'est un aveu de panique institutionnelle. Mais il y a un niveau plus profond, plus dérangeant, plus global quand Internet est coupé et que les ONG sont bannies. Le silence qui suit n'est pas seulement national, il devient international parce que le monde officiel regarde et choisit de parler doucement. Les communiqués arrivent. Nous suivons la situation. Nous appelons au calme. Des phrases polies, des mots qui protègent des partenariats, pas des citoyens. Ce type de régime ne survit pas qu'avec la répression interne, il survit grâce à son utilité externe, tant que ses soldats sont déployables, tant qu'il est présenté comme un pilier de stabilité régionale. C'est là que le blackout devient stratégique, il ne sert pas seulement à contrôler le peuple, il sert à offrir aux partenaires étrangers une chose
précieuse. Le déni plausible. Sans images, il n'y a pas d'urgence. Sans vidéo, il n'y a pas de scandale. Sans flux en direct, il n'y a que des allégations. Ce modèle est dangereux parce qu'il est discret. Ce n'est plus le dictateur bruyant, c'est le gestionnaire calme de la répression numérique. On ne voit pas de chars devant les studios, on voit des régulateurs au point d'échange Internet, on ne brûle plus les urnes, on étouffe les données. C'est une dictature mise à jour. Même objectif, nouvelle interface. Et au centre de cette mécanique, il y a une peur précise. La jeunesse, pas armée, connectée. Bobi Wine dérange parce qu'il incarne cette fracture, pas seulement politique, générationnelle. Quand le pouvoir coupe le réseau, il admet une chose simple: il a perdu la bataille du récit auprès des jeunes, il ne reste que l'interrupteur. Pose-toi la question, si ce modèle fonctionne en Ouganda, pourquoi ne serait-il pas copié ailleurs? C'est maintenant que le débat doit avoir lieu, pas après l'annonce des résultats, parce que chaque blackout électoral crée un précédent. Chaque silence accepté devient une permission, ce n'est plus Kampala contre State House, c'est une génération contre un système qui la considère comme une menace permanente, et plus le pouvoir se protège par l'obscurité, plus il révèle sa faiblesse fondamentale. Il ne peut plus gouverner à la lumière. La question n'est donc plus qui va gagner l'élection. La vraie question est combien de fois encore un continent acceptera-t-il que la démocratie passe en mode avion? Ce qui se passe ensuite est toujours présenté comme légal, constitutionnel, encadré par des institutions qui existent encore sur le papier. Il y a des commissions électorales, des tribunaux, des formulaires, des signatures. Mais regarde la séquence complète: Internet coupé, ONG expulsée, opposition harcelée, observateurs limités ou absents, puis viennent les résultats, propres, calmes, sans incident majeur, évidemment. Il n'y a pas d'irrégularité quand personne n'est autorisé à les voir. Ce n'est pas un coup d'État classique, c'est pire, c'est un coup d'État procédural. Au lieu de soldats dans les rues, on déploie des décrets. Au lieu de balles, on utilise la bureaucratie. Au lieu de fermer les bureaux de vote, on ferme les canaux de vérité. C'est ainsi que naît la dictature numérique, pas spectaculaire, mais extrêmement efficace. Le pouvoir ne nie pas les élections, il les vide de leur substance. Il transforme le vote en rituel, pas en choix, et chaque fois que ce modèle réussit, il enseigne quelque chose aux autres régimes. Tu peux garder l'apparence de la démocratie tant que tu contrôles la circulation de l'information. C'est pour cela que le blackout est toujours présenté comme temporaire. Juste pour la sécurité, juste quelques jours. Mais l'effet, lui, est permanent. Car ce qui est vraiment coupé, ce n'est pas le réseau. C'est la confiance. Une génération entière observe cela en temps réel. Elle voit que sa voix est tolérée tant qu'elle ne dérange pas. Elle comprend que le système ne la craint pas pour ses idées, mais pour sa capacité à montrer la réalité. C'est ici que la fracture devient irréversible. Quand un État traite ses propres jeunes comme un risque à neutraliser et non comme des citoyens à convaincre, dis-le clairement dans les commentaires si tu reconnais ce schéma ailleurs. Parce que ce débat ne concerne pas un seul pays. Un pouvoir qui gagne par l'obscurité ne gagne jamais vraiment. Il accumule du temps, mais il perd la légitimité, et la légitimité ne se restaure pas avec des communiqués ni avec des chiffres officiels, elle se construit avec la lumière. Plus un régime s'enferme dans le contrôle, plus il transforme le pays en cocotte-minute, la pression monte silencieusement, et l'histoire montre une chose constante. Les systèmes qui gouvernent par la peur de leur propre peuple finissent toujours par être rattrapés, pas forcément aux urnes, mais ailleurs. À ce stade, le cadre national devient trop étroit. Parce que ce qui se joue dépasse largement une élection, ce blackout s'inscrit dans une architecture plus vaste. Une architecture de dépendance, de câbles, de plateformes, de centres de décision situés loin des citoyens qu'ils affectent. Couper Internet n'est possible que pour une raison, parce que l'infrastructure de la communication n'appartient pas réellement au peuple, elle est contrôlée, externalisée et vulnérable à la peur de ceux qui gouvernent. C'est ici que la notion de colonialisme numérique cesse d'être abstraite, quand un dirigeant paniqué peut transformer un pays entier en mode avion, quand une élection dépend d'un interrupteur, quand la souveraineté s'arrête à la porte d'un centre de données. Dans le Sahel, cette prise de conscience a été brutale, mais elle a été décisive. Comprendre que la sécurité imposée de l'extérieur devient toujours une laisse, comprendre que la stabilité
stabilité vantée masque souvent la stagnation et la peur. Là-bas, le discours officiel parlait de partenaires. Sur le terrain, les populations vivaient la dépossession. La même logique se répète ailleurs avec d'autres outils. Moins de bases militaires, plus de pare-feu. Ce n'est plus seulement une question de qui gouverne, c'est une question de qui contrôle les artères vitales du pays. L'énergie, la monnaie et désormais l'information. Quand le réseau tombe, ce ne sont pas des hashtags qui souffrent, ce sont des vies quotidiennes. Le mobile monnaie bloqué, les médicaments impossibles à payer, les étudiants paralysés, les commerçants asphyxiés. Un blackout n'est jamais neutre. C'est une sanction collective infligée à une population entière pour protéger la position d'un petit cercle. Plus le temps passe, plus ce modèle révèle son absurdité. Un pouvoir âgé, figé, terrifié par une génération qu'il ne comprend plus. Des dirigeants qui voient dans chaque smartphone une arme, dans chaque jeune un ennemi potentiel. Quand un homme reste 40 ans au sommet, il cesse de servir. Il commence à préserver sa légende, son héritage, son clan. Et c'est là que la rupture devient irréparable. Quand l'État n'est plus une maison commune, mais une forteresse privée, la jeunesse, elle, n'a plus rien à perdre dans ce jeu. Elle a grandi avec les coupures, les promesses creuses, les résultats préécrits. Elle sait reconnaître une élection mise en scène, elle sait lire entre les lignes du silence officiel. Ce n'est pas une révolte romantique, c'est une lucidité froide. La compréhension que la dignité ne se négocie pas et que la souveraineté ne se demande pas. Les anciens appellent à cela de l'impatience. En réalité, c'est une alarme, parce qu'un système qui doit éteindre la lumière pour survivre avoue qu'il ne peut plus convaincre, il ne peut que retarder, et retarder n'est jamais gagner. C'est accumuler une dette sociale, morale, historique. À partir de là, chaque blackout devient un message involontaire. Il dit nous ne vous faisons plus confiance et surtout nous savons que vous ne nous croyez plus. Quand ce seuil est franchi, aucune technologie ne peut réparer la fracture, ni les câbles, ni les serveurs, ni les discours. Il ne reste qu'un face-à-face entre un système qui s'accroche et une génération qui a déjà compris que le futur ne se télécharge pas, il se prend. À partir de ce point, la confrontation devient inévitable, parce qu'un système qui ne peut plus communiquer avec sa jeunesse commence à la craindre ouvertement. C'est là que la sécurité entre en scène, pas pour protéger la population, mais pour protéger le siège du pouvoir. Les forces de l'ordre deviennent un mur, pas un pont. Elles ne sont plus un service public, mais une ligne de défense privée, et posent une question simple: qui se tient vraiment derrière ces boucliers? Des files de paysans, des frères, des voisins, des jeunes issus des mêmes quartiers que ceux qu'on leur ordonne de disperser. Quand un régime vieillit, il confond obéissance et loyauté. Il oublie que la loyauté imposée par la peur est toujours temporaire. Elle dure jusqu'au moment où l'ordre devient moralement impossible à suivre. Le blackout accélère cette fracture. Il ne fait pas taire la colère, il la concentre. Chaque heure sans réseau paralyse l'économie informelle. Le mobile monnaie s'arrête. Les soins sont retardés. Les échanges quotidiens se figent. Ce sont toujours les plus pauvres qui paient le prix de la stabilité, pas ceux qui donnent les ordres depuis des bureaux climatisés, pas ceux qui ont des lignes sécurisées et des générateurs privés. À ce stade, le pouvoir ne gère plus un pays, il gère une crise de légitimité permanente. Bobi Wine, dans ce contexte, devient plus qu'un opposant. Il devient un symbole de transfert, le passage d'une époque à une autre, d'un langage politique ancien à une réalité sociale nouvelle. Mais aucun symbole ne suffit sans structure, aucune émotion ne survit sans organisation, et aucun mouvement ne gagne s'il ne comprend pas la nature de l'adversaire. Car ce qui se dresse en face n'est pas seulement un homme, c'est une machine, un parti devenu État. Un État devenu forteresse. Les élections ne sont qu'un moment dans cette mécanique. Le vrai champ de bataille est ailleurs, dans la capacité d'un peuple à se reconnaître comme acteur collectif même quand les écrans deviennent noirs. Le pouvoir croit que sans Internet, la mobilisation meurt. Il se trompe d'époque. Avant les plateformes, il y avait la rue. Avant les hashtags, il y avait la parole directe. Avant les live streams, il y avait la mémoire partagée. Un blackout peut ralentir la coordination
subordination, il ne peut pas effacer la conscience, et plus un régime traite sa jeunesse comme une menace sécuritaire, plus il transforme une génération entière en opposition irréversible. C'est à ce moment précis que l'histoire bascule, quand la peur change de camp, quand ceux qui gouvernent commencent à se protéger de ceux qu'ils prétendent représenter. Un pouvoir qui se barricade contre sa propre population a déjà commencé à perdre, même s'il ne le sait pas encore. À ce moment précis, le regard ne peut plus rester local parce que chaque geste posé en Ouganda est observé ailleurs, analysé et parfois discrètement imité. Quand un régime parvient à verrouiller une élection sans char, sans suspension officielle, sans images choquantes, il envoie un signal dangereux. Il dit aux autres: voilà comment garder le pouvoir sans provoquer de rupture diplomatique. Couper Internet, restreigner les observateurs, encadrer l'opposition, puis parler de stabilité. Ce modèle séduit parce qu'il est propre en surface. Il ne tâche pas les écrans internationaux, il ne force pas les partenaires à choisir clairement entre valeurs et intérêts. Et c'est là que naît l'hypocrisie globale. Les mêmes voix qui dénoncent bruyamment ailleurs deviennent prudentes ici, mesurées, techniques. On parle de processus imparfait, jamais de confiscation. On appelle au dialogue, jamais à la responsabilité. Cette indulgence n'est pas une erreur, c'est un calcul. Tant qu'un dirigeant reste utile stratégiquement, tant qu'il garantit une certaine forme d'ordre, beaucoup accepteront de fermer les yeux sur la manière dont il gagne ses élections. Mais cette logique a une conséquence directe. Elle transfère le coût de la stabilité sur la population. Toujours, aux jeunes privés de voix, aux citoyens privés de témoins, à un peuple sommé de patienter encore au nom d'un équilibre qui ne le protège pas. C'est pour cela que la lutte ne peut pas dépendre d'une validation extérieure, ni de Washington, ni de Bruxelles, ni de communiqués soigneusement rédigés. L'histoire récente l'a montré. La souveraineté ne se concède pas, elle se construit, souvent contre ceux qui prétendent la soutenir. Ce que vit l'Ouganda aujourd'hui est un avertissement continental. Si un peuple accepte que sa connexion soit coupée pour sécuriser un résultat, alors demain, cette méthode deviendra la norme. Mais si ce précédent est contesté, analysé, débattu publiquement, il devient une ligne rouge, car aucun système ne peut survivre éternellement en empruntant la légitimité des autres. À un moment, il doit affronter son propre peuple sans filtre, sans pare-feu, sans excuse. La question n'est donc plus seulement politique, elle est morale. Jusqu'où peut-on appeler cela gouverner quand la première réponse à la jeunesse est le silence forcé? Et cette question, une fois posée, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, elle circule, elle s'accumule, même dans le noir. Et maintenant, tout converge, le temps, la génération, la vérité que l'on tente de retarder. Un pouvoir peut couper les données, il peut ralentir les réseaux, il peut effacer les images pendant quelques jours, mais il ne peut pas arrêter l'horloge. Chaque blackout ajoute une couche de mémoire collective. Chaque silence forcé devient une preuve morale. Chaque élection vécue dans l'obscurité nourrit une certitude simple: ce système ne croit plus en lui-même. Ce n'est plus une question de Bobi Wine, ni même d'un homme au pouvoir depuis 40 ans. C'est une question de seuil historique. Quand une génération comprend que le vote ne suffit plus à se faire entendre, elle cherche d'autres langages, d'autres espaces, d'autres formes de légitimité, la rue, la solidarité, la désobéissance, la mémoire. Un État peut contrôler les serveurs, il ne peut pas contrôler les conversations. Ni les colères accumulées, ni l'imagination politique d'une jeunesse qui n'attend plus la permission. Les régimes qui gouvernent par la coupure pensent gagner du temps. En réalité, ils en brûlent. Ils transforment chaque minute de silence en carburant pour demain. L'histoire africaine est claire sur ce point. Les systèmes qui refusent de se réformer à la lumière finissent toujours par être forcés de changer dans la rue, pas parce que le chaos est désiré, mais parce que le verrouillage rend toute autre issue impossible. L'Ouganda n'est pas isolé, il est observé par une génération connectée, même sans réseau, par un continent qui apprend, parfois dans la douleur, que la souveraineté commence là où la peur recule. On peut éteindre les écrans, on ne peut pas éteindre une conscience éveillée. Et quand le pouvoir se met à craindre ses propres jeunes plus que l'histoire, ce n'est plus la population qui est en danger, c'est le système lui-même. La lumière reviendra toujours. La seule question est de savoir qui aura encore quelque chose à dire quand elle reviendra.